experts. J'ai pas entendu la petite musique. Voilà la petite musique. C'est l'heure du club des experts. Soyez les bienvenus. On va repartir en Ukraine après cette parenthèse britannique juste avant la pub. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. On va partir aussi en Russie évidemment. Le colonel Lefebvre est toujours avec nous. Merci d'être resté après cette petite pause. Ancien directeur des études à l'école de guerre et ancien colonel de l'armée de l'air. Ala Poédi, bonjour et merci de venir sur ce plateau. Je suis ravie de vous retrouver ma chère Ala. Bertrand Badi, bonjour à vous. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste en relations internationales. Et Christian Maigrelis, bonjour à vous. Ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev et auteur de ce livre, Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues, aux éditions Transcontinentales d'édition. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Magali Lunel est avec nous également. Magali, pour nous parler de l'actualité russe, par exemple, et notamment sur cette attaque qui a eu lieu ce week-end, vous le savez, où une jeune femme est morte, en l'occurrence Daria Dugina, morte manifestement à la place, si j'ose dire, de son père dans une voiture piégée. Je vais commencer avec vous, Suzanne Presse, parce que c'est le président Poutine qui en parle et le FSB qui le dit. C'est l'Ukraine qui a perpétré cette attaque. C'est ce que dit le FSB. En tout cas, les services de sécurité russes accusent les services spéciaux ukrainiens d'avoir commis l'attaque. Un explosif a été retrouvé sous le siège de la voiture d'Alexandre Douguine. Et selon eux, c'est une femme qui a piégé la voiture d'Alexandre Douguine, Natalia Vov, 43 ans, une Ukrainienne qui est avec sa fille mineure de 12 ans. Elle aurait également loué un appartement dans le même immeuble que Daria Dugina, un appartement situé dans la même résidence. Elle aurait même suivi la fille et son père lors d'un festival culturel près de Moscou durant lequel il s'était rendu ce soir-là. Vladimir Poutine, vous le disiez, s'est exprimé dans un communiqué du Kremlin et dit que c'est un crime ignoble, cruel, qui a mis fin prématurément à la vie de Daria Dugina, une personne qu'il décrit comme brillante, talentueuse, avec un cœur véritablement russe. De son côté, l'Ukraine avait déjà démenti son implication dans cette attaque déjà hier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Suzanne, ce qu'il s'était passé exactement ? Oui, je peux même vous montrer, vous situer où cela s'est passé. C'est autour de ce village, Bolsiv-Viazemi, c'est à 40 km de Moscou, que ce type de véhicule qui appartient à Alexandre Douguine a explosé puis a pris feu aux alentours de 21h30. À l'intérieur, il n'y avait que Daria Dugina parce que la fille et son père s'étaient rendus, comme je vous le disais, à un festival ensemble culturel ce même soir. Et au moment de repartir, de rentrer chez eux, à la dernière minute, eh bien, ils décident de faire la route séparément. Donc c'est finalement Daria Dugina qui prend seule les commandes du véhicule de son père. 21h30, une explosion, puis le feu de ce véhicule, vous le voyez sur ces images, il est en train de brûler sur ces images avec Alexandre Douguine juste ici qui constate à la fois les dégâts mais aussi bien le décès de sa fille. Selon le FSB, c'était bien Alexandre Douguine la cible de cette attaque. Natalia Vov se serait-elle enfuie vers l'Estonie avec une autre voiture que celle qu'elle avait durant cette attaque. Merci beaucoup, Suzanne. Je vais me tourner vers vous, Ala Poédi, puisque manifestement, c'est l'Ukraine qui est visée. C'est en tout cas ce que dit le FSB, qui a même mis un visage, en fait, sur la terroriste, en l'occurrence, une Ukrainienne accompagnée de sa fille de 12 ans. Oui, dans toutes les situations pareilles, il faut voir d'abord à qui profite le crime, n'est-ce pas? Supposons que ce sont des Ukrainiens qui ont fait, qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent, les Ukrainiens? C'est quoi, la guerre s'arrête d'un coup? Ou peut-être on connaît les plans stratégiques du Kremlin, où il y a moins de bombardements? Il n'y a absolument aucune raison que les Ukrainiens s'occupent d'un cible, je dirais, de si petite importance. Parce que si les Ukrainiens viseraient quelqu'un, ce sera, je pense, quelqu'un de assez conséquent. Mais on n'est pas là du tout vraiment parler des Ukrainiens. C'est un message qui s'adresse au peuple russe. Et c'est là aussi ma réponse, à qui profite le crime. Donc regardons qui jouit de conséquences de ce crime. C'est quoi? C'est la consolidation du peuple ukrainien parce qu'il y a un ennemi, peuple russe, pardon, il y a un ennemi ukrainien qui se retrouve carrément à la porte de Moscou. La menace est grave. Donc il faut se lier, se tourner vers le leader suprême de la nation qui est Vladimir Poutine pour le soutenir dans sa lutte contre ces horribles Ukrainiens
Ukrainiens qui résistent quand même. Donc, pour moi, la réponse est évidente. L'histoire, bien évidemment, toute créée de toutes pièces. Ils ont trouvé l'Ukrainienne. C'est étonnant qu'ils n'ont pas trouvé la carte de visite de cette Ukrainienne sur place, parce que d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont déjà fait ce genre de coup. C'est la signature, mais tout à fait de FSB, parce qu'on connaît aussi, on se rappelle les explosions de bâtiments d'habitation sur la chaussée Kachirskaya à Moscou et dans d'autres villes pour accéder au pouvoir, pour permettre à Poutine, dans une situation difficile, aussi consolider le peuple et l'aider dans une situation difficile. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Pour vous, c'est la signature de Poutine et du FSB. Je vais vous demander vos avis à tous, mais je voudrais d'abord me tourner vers Magali, parce que vous avez dit quelque chose de très important à la Poésie. Vous avez dit, si c'était les Ukrainiens, ils n'auraient pas choisi une cible de petite importance. Et pourtant, Magali, on nous dit, l'histoire qui est racontée, c'est que cet homme, donc, qui était visé manifestement à la place de sa fille, serait un proche de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est vrai? Alors, pas sûr. A priori, ce serait lui qui voudrait qu'on le croie. Impossible de savoir quels sont ses liens véritables avec le Kremlin. Ses idées infusent et sont reprises par Vladimir Poutine, mais on n'est vraiment pas sûr que ce soit lui qui murmure à l'oreille du président russe. Alors qui est-il? Eh bien, regardez, Alexandre Douguine a 60 ans, c'est un universitaire, il a une chaire de sociologie à Moscou, c'est un ultranationaliste qui appartient au courant appelé eurasisme, qui veut que la Russie soit au cœur d'une civilisation qui irait bien au-delà de ses frontières. Écoutez ce qu'il en disait d'ailleurs en 2015 dans une interview en français, parce qu'il est polyglotte. Si l'Europe chrétienne veut se sauver, c'est à l'Orient qu'elle doit s'orienter. Donc, si l'Orient veut se sauver et donner la lumière au monde, l'Orient doit redevenir chrétien. Voilà, c'est une doctrine qui voudrait que la Russie regarde davantage maintenant vers l'Orient que vers l'Europe. C'est ce clan-là, en tout cas, qui a poussé à la guerre en Ukraine. Lui-même disait il y a de nombreuses années que cette guerre-là était inéluctable. Alexandre Douguine est donc un intellectuel proche du pamphlétaire Alain Soral. Difficile parfois de suivre sa pensée, où se mêle la géopolitique, mais aussi le mysticisme. Une chose est sûre, il déteste l'Occident. Les Occidentaux, pour lui, sont des dégénérés. Regardez, la rupture avec l'Occident est une rupture avec la mort, la dégénérescence et le suicide. La Russie est née pour défendre les valeurs de la tradition contre le monde moderne. Et s'il n'est sans doute pas un proche de Poutine, en tout cas, il contribue au soft power, comme on dit russe. Il contribue à diffuser ces idées-là à travers le monde. Alors, c'est un proche, par exemple, de Steve Bannon, qui conseillait Donald Trump au début de sa présidence. Il a aussi des réseaux en Hongrie, en Italie. On va le voir ici d'ailleurs aux côtés de Matteo Salvini. Il a aussi des réseaux très solides en France. Il le disait au journaliste de l'Obs Vincent Jauvert en 2014. Il veut aider les partis d'extrême droite européens à conquérir le pouvoir, à défaut en tout cas de déstabiliser les gouvernements en place. Par quels moyens? Comme ça, nous allons soutenir la révolte des peuples dans la grande crise économique et sociale qui approche. C'est peut-être pas une figure politique majeure en Russie, en tout cas c'est une figure médiatique, intellectuelle. Il avait des opposants, au minimum des opposants, voire des ennemis. Oui, c'est ça. Alors, Christian Maegrelis, merci beaucoup. Magali, vous allez me donner votre avis, puisque vous avez été conseiller de Mikhail Gorbatchev, vous connaissez par cœur la Russie. Sur l'analyse, les recherches qu'a fait Magali tout à l'heure, et sur l'analyse qu'en fait Alla Poédi à l'instant, je vais vous poser la question que posait Alla, à qui profite le crime? C'est une question difficile, parce qu'il y a trois hypothèses. L'hypothèse du FSB, l'hypothèse d'un groupuscule d'opposition russe et l'hypothèse ukrainienne. Parmi ces trois hypothèses, aucun élément me permet de choisir. Les affirmations de Poutine, comme Poutine dit les mensonges à longueur de journée, n'ont pas beaucoup d'importance. Ce que je vois de clair là, c'est un signal qui est donné à la population soviétique, parce que là, tout le monde le sait. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de tout le monde sait que ces partis d'extrême droite ont une influence et que cette influence doit être combattue, et elle est combattue. Par qui? On n'en sait rien, mais elle est combattue. Et en tout cas, ces gens qui appellent au crime depuis 20 ans, finalement, je suis désolé, mais il faut bien qu'un jour ils soient punis d'une manière ou d'une autre. C'était parce que les appels de la fille de ce monsieur au crime sont
pratiquement mensuel sur la télévision soviétique. Alors Oui. d'ailleurs, puisque vous parlez de cette jeune fille précisément, lui était sans doute pas très connu en Russie, mais sa mort a fait vraiment écho partout à travers le pays, et c'était sans doute l'objet, vous venez de le dire. Jérôme Garraud, qui est un journaliste de la rédaction, est parti plusieurs fois en reportage, et en Russie et en Ukraine pendant la guerre et dans les zones contrôlées par les Russes. Et alors Jérôme, vous aviez rencontré cette jeune femme justement lors d'un précédent reportage. Oui, j'avais rencontré Daria Dugina il y a à peu près 2 mois pendant un voyage de presse. On s'était retrouvés à voyager ensemble pendant 4 jours, escortés par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, entre Donetsk, Mariupol et Melitopol. Alors nous réalisions toute une série de reportages pour TF1 et LCI, mais dans ces voyages de presse, vous avez toujours d'autres journalistes. Et là, il y avait cette femme qui travaillait avec son appareil photo, avec sa perche à selfie, pour alimenter son site internet. Parce que ce n'était pas seulement la fille d'Alexandre Dugina, c'était aussi une journaliste et une blogueuse qui avait une certaine audience auprès des jeunes et qui adhérait tout à fait d'ailleurs aux thèses nationalistes et traditionnalistes de son père. Moi, quand je l'ai rencontrée, je ne connaissais pas du tout cette filiation. Mais vous savez, dans ce genre de voyage, on parle toujours un petit peu avec les uns les autres. Elle parlait extrêmement bien français, vraiment. Donc voilà, ça facilitait la discussion. Elle avait une connaissance assez fine de l'actualité politique française. Donc on avait un petit peu échangé à cette occasion à propos des législatives à venir, par exemple. Après, on s'est plutôt croisé, côtoyé qu'autre chose pendant ces 4 jours. La nouvelle de sa mort, elle est très commentée en Russie, mais aussi ici, dans les territoires ukrainiens contrôlés par l'armée russe. Nous, on se trouve à Melitopol et cette actualité, elle explose littéralement sur les boucles Telegram. C'est une nouvelle qui est très, très commentée ici. Alors voilà, Jérôme Garraud avec Gilles Parrot du côté de Melitopol. Merci à tous les deux, bien évidemment. On va rester très prudent. Personne ne dit que c'est le FSB qui a organisé cette attaque, mais ça fait partie des pistes qui pourraient être des pistes sérieuses. Votre avis à vous, Bertrand Badi, au sujet des relations internationales, parce qu'on disait tout à l'heure, bon ben voilà, si c'est le cas, le FSB qui a proféré cet attentat, qui a fomenté cet attentat, il parle à la population russe, comme on vient d'évoquer maintenant. Est-ce que cette affaire-là, elle parle aussi au niveau international? Est-ce qu'elle donne un message quelconque? Non, je ne pense pas que dans un premier temps ce soit le cas. Vous savez, ce qui est très important, c'est que Dugin, c'est un symbole extrêmement fort. Moi qui ne suis pas spécialiste de la Russie, c'est le nom que je connaissais à travers ces thèses d'Eurasie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de s'attaquer à un symbole? Et c'est là que je rejoindrai ce que Madame disait tout à l'heure. Je pense qu'hélas, parce que c'est l'hypothèse la pire en quelque sorte, elle ait raison. C'est la seule hypothèse rationnelle qu'on puisse retenir. Je ne vois pas pourquoi une opposition au sein de la Russie essaierait de cibler un symbole idéologique. S'il y a une opposition à l'intérieur de la société russe, il y en a. Il y a des tensions au sein de la société russe. Ce n'est certainement pas la cible que l'on choisirait. Lorsqu'une opposition se forme, elle n'essaye pas de viser un symbole idéologique. Elle essaye de cibler un pouvoir, une puissance politique, militaire, économique. Donc, effectivement, ce qui est terrifiant dans cette affaire, c'est la manipulation du symbole. C'est-à-dire, nous sommes attaqués, nous Russes, pas seulement l'État, pas seulement le gouvernement, mais la société. Cette dame est un élément de cette société, et donc vous, Russes, vous êtes directement menacés par cette agression et par l'Ukraine. Donc j'ai bien peur que cela annonce quelque chose de grave. Vous savez, dans l'histoire, les tragédies commencent souvent par des assassinats. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu, notamment au début du XXe siècle. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est d'un point de vue politique, pour Vladimir Poutine. On peut comprendre que ça ait un intérêt pour lui d'expliquer aux Russes que ce sont les Ukrainiens qui ont tué cette femme. Mais d'un point de vue politique, il se mettrait tout seul sous pression de l'ultra-droite, quand même, Vladimir Poutine, dans son pays. Je veux dire, politiquement, il sait qu'il y a zéro risque pour lui. Moi, je pense que l'hypothèse FSB est un peu tordue. Et je sais qu'il existe actuellement en Russie des gens qui sont contre la politique de Poutine. Et ce personnage illustre parfaitement les errements et le néonazisme du système russe, avec sa doctrine de l'Eurasie,
qui est une folie furieuse, qui ne mène à rien, mais qui veut faire l'Eurasie de Lisbonne en Alaska sous la direction soviétique, russe, enfin. Russe, oui. Russe. C'est aberrant, vous comprenez? C'est aberrant. Et par conséquent, il y a des gens qui sont profondément opposés à ce genre de thèse, en Russie même, et je ne vois pas pourquoi on éliminerait tout de suite l'hypothèse d'un groupuscule ou de quelques individus. Ce qui peut faire accréditer cette thèse-là du FSB, c'est ce que disait Ala, c'est qu'on est sorti du chapeau une Ukrainienne qui venait avec sa fille de 12 ans et tout d'un coup on a l'identité de cette femme et voilà. C'est peut-être ça. Si je peux rajouter quelque chose, juste un petit moment. Aujourd'hui, Poutine est en difficulté parce qu'il voit que son armée n'avance pas, il y a des problèmes sur le front. Et en plus, c'est la Crimée qui est attaquée. On va en parler. Mais donc, et ça se sait en Russie. Comment expliquer au peuple russe que cette armée, qui est la plus forte au monde, parce que pour les Russes, il n'y a aucun doute, qui est partie conquérir l'Ukraine en quelques jours, voire une semaine, et ça fait 6 mois qu'ils sont sur place, ils ont pris quoi même pas Avdiivka, même pas la région de Lugansk entièrement. Donc, ils sont en difficulté. Il faut détourner l'attention. Là, c'est l'excellent moyen. Et surtout le cible. Moi, je pense que c'est elle qui était le cible. C'est pas son père. C'est elle qui était le cible parce que c'est un cible parfait. Une jeune femme innocente, bon, presque innocente, mais pour nous, avec les théories, mais les Russes acceptent ces théories. Donc, pour eux, c'est innocent parce qu'elle est pour la Russie, elle est pour cette Eurasie, pour cette sainte Russie éternelle. Et voilà, on arrête et surtout, on nous montre, bien sûr, la criminelle, hein, cette Ukrainienne horrible qui a essayé de toucher le cœur de cette Russie aussi. Ce qui est intéressant, avec son enfant à la main. Ce qui est intéressant, et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, colonel, pour rebondir sur ce que dit Ala, en ce moment en Crimée, on sait que les Ukrainiens mènent des attaques, des opérations, du sabotage ou pas, enfin en tout cas voilà, ils essayent de récupérer la Crimée. Et on parlait tout à l'heure justement du fait que les Russes venaient en vacances en Crimée en ce moment et qu'ils allaient revenir en Russie avec des images des bombardements. Donc quand Ala dit c'est justement pour détourner l'attention, peut-être que ça peut avoir un lien aussi. Alors, moi j'approuve Ala quand elle avance cette hypothèse, mais on peut peut-être aller plus loin. Si cet attentat était commandité par le FSB, et ces gens-là sont machiavéliques, et bien si on va au bout dans le machiavélisme, faire un attentat sur une personne de l'ultranationalisme, ça peut faire sortir du bois des opposants. Et il y a déjà un ancien député russe qui s'est exprimé en approuvant ce geste-là. Donc ça peut permettre au régime de Poutine d'identifier des opposants au régime pour les neutraliser. Et j'ajouterais encore une petite chose. Il faut savoir qu'elle n'était pas très connue en Russie non plus. Son père, il était connu, mais d'un certain niveau intellectuel qui s'intéressait. Sinon, le peuple russe ne le connaissait pas spécialement parce que ce n'était pas une personnalité spécialement publique. Et il était même bien plus connu, je dirais, en France, Douguine, qu'en Russie, chez la même population. En Ukraine, on a découvert l'existence de sa fille. On ne savait même pas qu'il avait une fille. Donc, pour vous dire quel intérêt les Ukrainiens pouvaient porter, absolument. Et même son père qui n'apporte rien au débat parce que tout s'est fait déjà au passé. Aujourd'hui, il ne fait que ressortir les anciennes théories qui, bon, on connaît déjà tous. On va réagir. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que Poutine a essayé dans un premier temps la guerre classique, qu'il pensait pouvoir mener en un clin d'œil et en quelques jours. À partir du moment, et très vite, dès le mois de mars, où il s'est aperçu que cette guerre ne marchait pas, qu'il l'avait perdue. Il a perdu cette guerre militaire, je dirais, dans les premières semaines de ses actions. Il est passé, et on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, à la guerre sociale. La guerre sociale, c'était quoi? C'était d'abord terrifier la société ukrainienne. On a bien vu ce changement de stratégie qui consistait à faire peur à la société ukrainienne depuis les affaires de Boutcha et de tout ce que l'on a connu, hélas, par la suite. Et maintenant, on a l'impression que cette guerre sociale, il la retourne en quelque sorte sur la Russie elle-même, c'est-à-dire
terrifier la Russie une fois que l'on a terrifié l'Ukraine. C'est-à-dire quoi, sans sa population lui échapper, en fait, c'est ça? Par crainte de voir sa population lui échapper? Par crainte peut-être de voir la population, sinon lui échapper, du moins ne pas être suffisamment mobilisée, et d'autre part pour la convaincre que ce n'est pas tant le Kremlin ni l'État russe qui est sur l'échiquier, mais la société russe. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que c'est une mutation qui est importante dans le jeu des relations internationales, puisque c'est là-dessus que vous m'interrogiez, où la guerre se déplace de plus en plus des armées vers la société. Et je crains que ce soit un épisode qui va compter dans la suite des événements de socialisation de cette guerre. Et évidemment, lorsque Zelensky annonce des actes catastrophiques pour le 24 août, peut-être que justement cette socialisation de la guerre en Ukraine va prendre des dimensions, hélas, encore plus graves que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Christian Maigrelis, c'est intéressant cette analyse, effectivement. Et alors vous qui connaissez le rouage, vous savez comment ça fonctionne, vous l'avez rencontré Vladimir Poutine déjà? Oui, plusieurs fois. Ça a écho, ça a un écho en vous, ce que dit Bertrand Badi? Oui, c'est une analyse à laquelle je n'avais pas vraiment pensé, mais qui me paraît très pertinente. Très pertinente. La socialisation, c'est un néologisme en quelque sorte de la guerre. Moi, j'en étais à la communication, ce que je disais hier ici, guerre de communication au premier plan. Maintenant, évidemment, cette guerre de communication fait des victimes, mais j'ai du mal mon cœur a du mal à s'émouvoir de ce meurtre, parce que cette femme a passé son temps depuis des mois à faire des appels au meurtre. Elle a demandé la suppression de l'Ukraine, elle a demandé la liquidation de tout le gouvernement et des pro-nazis, elle a passé son temps à faire des appels au meurtre. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas admettre, en particulier à la télévision russe, la chaîne Adin, Russia Adin, qui passe son temps à savoir si on va vers 4 millions de morts à Paris, ou 8 millions de morts à Londres, ou 16 millions à New York. Enfin, c'est inadmissible. Et ces télévisions, puisque vous parlez des télévisions russes, je voudrais qu'on s'arrête sur des images que la télévision russe nous a fournies, si j'ose dire, il y a quelques jours maintenant. Ces images qui viennent de Mariupol. On va l'évoquer tout à l'heure avec Magali qui va nous rejoindre, où serait en train d'être monté un tribunal dans la ville de Mariupol pour juger les militaires d'Azovstal, ces combattants qui s'étaient rendus, on peut dire qui avaient été arrêtés, bref, qui avaient quitté Azovstal et qui étaient parvenus aux mains des Russes. Ce sont ces images-là que Magali va nous commenter dans une seconde. Vous parliez à l'instant du 24 août, c'est effectivement dans 2 jours. Le 24 août, c'est donc l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Et ce sera aussi les 6 mois de cette invasion russe en Ukraine. Je voudrais qu'on écoute ce que dit Volodymyr Zelensky à ce sujet, au sujet justement de ce procès, entre guillemets, qui pourrait avoir lieu dans 2 jours. Et Magali ensuite nous explique tout. Si ce tribunal méprisable a lieu, si notre peuple est amené dans ce cadre en violation de tous les accords, de toutes les règles internationales, il y aura des abus. Ce sera la ligne au-delà de laquelle aucune négociation ne sera possible. La Russie se coupera des négociations, il n'y aura plus de conversation. Notre État a tout dit. L'Ukraine ne tolérera pas cela. Elle ne tolérera pas que l'on abuse des personnes au sujet desquelles on ne peut dire qu'une seule chose. Ce sont des héros de leur patrie. Ils ont défendu la liberté de leur peuple contre des envahisseurs sur leur terre. Même en temps de guerre, il doit y avoir des règles. Puisque vous parliez, Christian Maigrelis, de choses qui font trembler et d'images dont nous abreuve la télé russe, ces images-là, on les a retrouvées sur la télé russe, effectivement, Magali. De quoi s'agit-il exactement? C'était au corps du mois d'août, il y a une dizaine de jours. Les Russes nous en ont dit un petit peu plus sur le procès qu'ils comptaient mener en diffusant ces images-là qui ont évidemment choqué, qui nous ont choqués, nous. Regardez, alors ce sont des box qui doivent servir pour la salle d'audience. Nous, on parlerait plutôt de cage. Tout ça a été construit avec, regardez, des barbelés avec du fer. Ça se passe, là, c'est la Philharmonie de Mariupol qui a été, si on peut dire, réaménagée spécialement en vue de ce procès. Et qui est-ce qu'on va juger ici?
eh bien, ce sont les résistants de Mariupol et plus précisément les combattants du régiment Azov qui donc avaient résisté de longues semaines parce que le siège de Mariupol avait duré très longtemps et ils avaient été obligés de se rendre à la fin du mois de mai. Alors ces prisonniers, en attendant ce procès, on a du mal à avoir des nouvelles précises. On sait juste que certains d'entre eux sont retenus dans la prison d'Olenivka dans le Donetsk, qu'ils décrivent des conditions de détention très très dures. Ils disent qu'ils sont constamment sous pression, ils sont coupés de tout, ils n'ont pas de médicaments pour les blessés, ils ont très peu de nourriture et là donc ils risquent la peine de mort. Ce procès donc, vous l'avez dit, il devrait être organisé dans 2 jours. En tout cas, c'est ce qu'ont déclaré les Russes. Et dans 2 jours, c'est quoi? Donc c'est le 24 août. On se souvient du 24 février, c'est là où tout avait commencé. Donc on sera 6 mois tout juste après le début de l'invasion russe. Et puis le 24 août, donc c'est la fête de l'indépendance des Ukrainiens. Donc c'est une date hautement symbolique, comme l'est Mariupol. C'est un lieu extrêmement symbolique. Et c'est pour ça que Volodymyr Zelensky disait hier, en plus de ce que l'on vient d'entendre, ce que préparent les Russes ici, c'est quelque chose, je le cite, de dégoûtant et particulièrement cruel. Merci Magali. Alors c'est vrai que effectivement Christian Maigrelis, que ce procès, s'il a lieu, sera sans doute un tournant aussi. Magali parlait de date symbolique dans un lieu symbolique. En l'occurrence, Vladimir Poutine, peut-être son entourage également, est extrêmement attaché au symbole, y accorde une importance même démesurée, si j'ose dire, parce que c'est comme ça aussi qu'on raconte l'histoire de la Grande Russie, c'est ça ? Oui. C'est pas impossible qu'on assiste à ce procès après-demain. C'est pas impossible. Et qu'on assiste à des condamnations en série, en mort, et des exécutions en série. Il y a déjà eu le bombardement des prisons dans lesquelles se trouvait Azov. Vous savez, ça a fait 40 ou 50 morts il y a 15 jours. Par conséquent, c'est tout à fait plausible. Et c'est un symbole. Dans l'esprit de Poutine, ça sera un symbole. Alors, est-ce que ça deviendra un symbole dans l'esprit des Russes? J'en sais rien. Est-ce que ça parle au patriotisme des Russes? C'est vrai qu'on peut se poser la question, d'autant que c'est la journée du drapeau aujourd'hui en Russie. On les présente comme des nazis. Hein. Oui, les Azov. Et pour les Russes, ce sont des nazis. Donc, c'est la liquidation des nazis. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ça sera parfaitement accepté par les Russes. Oui. Ça contribue en tout cas au roman russe que raconte Poutine depuis le début de la dénazification nécessaire de l'Ukraine. Ouais. Mais puisque vous parlez des symboles, aujourd'hui c'est la journée du drapeau en Russie et évidemment les services officiels russes n'en font pas état, mais on voit fleurir de plus en plus en Russie un drapeau qui est constitué d'une bande blanche, d'une bande bleue et d'une autre bande bleue et pas une troisième bande rouge comme le drapeau national. Blanc, bleu, blanc en fait, hein, c'est ça. Blanc, bleu, blanc. Oui. Ouais. Et ce drapeau, alors en fait, c'est le drapeau des gens qui protestent contre la guerre. Le blanc signifie la paix, la pureté, la prudence, et le bleu signifie la vérité et la justice. Et ce qui est intéressant, c'est que ce drapeau est inspiré de celui de la République de Novgorod. Alors, qu'est-ce qu'était la République de Novgorod? Allah doit le savoir. C'était... Novgorod, oui. Novgorod. C'était un pays concurrent de la grande principauté de Moscou, qui a été battu par les Russes, enfin en tout cas les habitants de cette principauté, le 14 juillet 1471. Donc ça date. Mais symboliquement, cette république avait le nom de république et elle voulait se rapprocher de la Pologne, donc de l'Occident, et se rapprocher aussi de la religion catholique romaine. Par rapport de l'autre côté, regarder vers l'Orient, en fait. Donc tout ça, c'est symbolique. Et pour certains, ce Novgorod, j'arriverai jamais à le prononcer.